c'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. La virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout de la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement drivé par la communauté et endorsé par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement agile, On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de l'autre. Être dans une démarche d'amélioration On se continue. retrouve face à des Travailler naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Aujourd'hui, on va avoir un numéro spécial entièrement dédié au bootstrapping. Déjà, qu'est-ce que c'est que le bootstrapping et comment on s'en sort avec tout ça? Autour de la table, donc nous sommes 5. Moi, c'est Mathieu Gjebec, que je bosse chez Sens. Je suis lead SRE sur les parties bas niveau, système d'exploitation, stockage et puis un peu matériel, de manière générale. Cécile Morange, moi je suis indépendante dans les sujets système, réseau, data center et tout ce qui gravite autour de ce merveilleux univers. Taxian et Tox, tout est. Moi, c'est Loïc Blo. Je travaille chez Exoscale, qui est un cloud provider suisse. Je suis sur la partie plateforme et sur l'offre managée Kubernetes qui s'appelle SKS. Et Barthélémy Vesmont, je suis également chez Sens. Je suis l'équivalent d'un staff SRE lead et en ayant travaillé sur la partie CAS notamment, mais en vrai je suis là depuis le tout début du projet, donc la partie Bootstrap j'y ai activement parti. Sens, qui est une co-entreprise entre Thales et Google, qui a l'objectif et l'ambition de construire Google Cloud opéré sur le sol français par des équipes françaises avec un ownership complètement français. Et alors moi, donc Guillaume Letron, je travaille chez Akamai Connected Cloud, anciennement Linode, et je travaille notamment sur toute la partie Kubernetes, tout ce qu'on appelle le cloud native, donc les offres aussi bien publiques que internes autour de Kubernetes. Alors vous avez vu autour de la table, on a quand même pas mal de gens qui travaillent dans le monde du cloud, aussi bien très bas niveau, en construction ou très haut niveau avec des offres déjà existantes. Et c'est une question qui revient souvent, c'est comment on fait pour partir de zéro et comment on fait pour construire un cloud? Toujours une problématique. Quels sont les choix du logiciel? Quels sont les choix de l'architecture disponibles et nécessaires? Moi, la question en fait un peu que je me pose, c'est si jamais demain je vous donne un data center. Voilà, on va faire un peu jeu de rôle en fait. Voilà, ça va être un premier podcast DevOps en jeu de rôle. C'est demain je vous donne un data center. Donc on va dire qu'il est au bon endroit. Il y a l'électricité, il y a la ventilation, il y a tout ce qu'il faut dedans. Et je vous mets des racks. À la limite, les machines, vous en mettez autant que vous voulez. Vous avez machine illimitée et vous avez du réseau qui arrive. Et voilà. Maintenant, je vous dis, à partir de ça, comment on fait pour avoir une offre pertinente, une offre de haut niveau, à destination des clients, aussi bien internes qu'externes. Parce que voilà, ça peut être aussi pour des gens qui se lancent dans une entreprise quelconque et qui ont besoin d'une offre cloud interne. De quoi vous auriez besoin? Quelles sont les questions que vous allez vous poser et que sans doute vous avez déjà répondu dans votre expérience? Alors, je vais partir du principe que on va rajouter une zone, par exemple, sur un cloud provider existant. Alors, chez Exoscale, chaque zone est totalement indépendante. C'est prévu contractuellement, il n'y a pas de partage de données entre les zones. Donc, à chaque fois qu'on spawn une zone, on repart de zéro. La première chose à monter pour moi, au sens physique et début de logiciel, c'est un out-of-band. Parce que chez nous, l'objectif premier, c'est d'avoir accès à distance. On travaille tous en remote, il n'y a personne qui bosse dans un data center directement. Donc, l'objectif, c'est d'arriver avec des premières machines qui vont permettre d'accéder à l'ensemble du vrai cloud qui est derrière. Donc là, effectivement, on aura deux connectiques réseau, on aura la vraie connectique client, mais on aura aussi cette fameuse connectique de secours qui a négocié avec notre data center. Et à partir de là, on aura quelques machines qui vont servir à se câbler aux fesses de tous les équipements physiques existants pour pouvoir tout manager. Ok, et donc ça, ces logiciels-là, c'est les choses qui sont préinstallées. Vous avez donc en fait, c'est presque un micro-cloud en fait là que vous avez besoin de toutes ces machines qui sont sur la out-of-band. C'est très simple. C'est vraiment très simple. Le but, c'est que ce soit le plus rudimentaire possible. Et le setup, généralement, il n'est pas fait physiquement sur place. Il est préparé au niveau de l'entité mère à Lausanne. Et après, ensuite, il est shippé au data center. Et puis, les équipes data center montent ce début. Ok. Est-ce que vous voyez d'autres choses Globalement, oui, c'est un peu près ce que tu as dit. La première étape, c'est avoir accès aux machines. Et pour ça, réseau out-of-band, il faut rester le plus simple possible. Un accès tout simple, SSH, et c'est bon, tant que tu as accès au maximum.
faut déjà que tu aies accès aux machines, après tu peux commencer à faire la suite. Donc, faut quand même que tu aies un premier réseau out of band qui est pas le réseau principal, mais qui est ton réseau secondaire, le réseau d'admin, on va dire en quelque sorte, qui servira qu'en interne qu'aux équipes qui, eux, vont déployer les OS ou les cubes ou whatever, enfin, faire les installations des machines, quoi. Mais il faut déjà aussi que tu as un réseau, donc ça veut dire switch, router, déjà donc une équipe réseau qui est travaillée sur le réseau out of band, avant même de travailler sur le réseau de prod qui, lui, va où le trafic client va passer, quoi. Et ce réseau out of band, il va servir uniquement pour l'administration à ce moment-là ou il sert après? Enfin, c'est-à-dire, en gros, je suis branché à quoi? Je suis branché vraiment la machine ou je suis branché au DIRAC, aux choses comme ça, au logiciel de gestion de la machine? C'est en fait, à quoi il va me servir après ce réseau d'out of band? L'out of band, le principe, c'est que si ton réseau de prod il tombe, tu es quand même backdoor entre guillemets pour que tu aies la main sur les routeurs et que tu puisses remonter ton réseau de prod. Et généralement sur les out of band, on va mettre les IDRAC, les îlots des machines, pas directement du réseau classique. C'est vraiment juste pour accéder aux îlots et lancer la première install de ta machine avant de faire la suite, quoi. Ok, donc en gros j'ai accès par derrière à un peu tout ce qui se passe, donc c'est un réseau quand même assez tricky, quoi. C'est un réseau important qu'il faut quand même sécuriser un minimum parce que si tu te fais pirater ce réseau-là, ça devient compliqué, quoi. Et donc là on a donc quelques machines qui sont déjà installées, qui sont donc pré-provisionnées et mises avant. Après, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Donc ok, j'ai accès aux machines, j'ai accès au DIRAC, j'ai accès à whatever solution via cet out of band. Après, là, tu as plusieurs méthodes. Soit tu vas classiquement, tu mets ton ISO, tu installes ta machine. Soit tu fais ça un peu en mode automatisé, un coup de PXE, comme ça tes OS ils s'installent automatiquement. Le mieux, c'est quand même de faire du PXE, surtout si tu as beaucoup de machines à déployer, comme ça elles s'installent tout seules, elles remontent dans le réseau en DHCP, pouf, c'est bon, tu as accès fini, quoi. Tu passes à l'étape suivante, installer le cube, installer le logiciel, tout ça. Ça, c'est la méthode la plus automatisée possible. Après, en parallèle, il va falloir monter le réseau de prod qui, lui, va faire passer les données clientes. Le réseau principal, quoi, pas l'out of band. C'est deux choses à faire en parallèle, quoi. Là, je vois tous les ingénieurs hardware qui sont en train de crier, crier dans leur chaumière. Parce qu'on nommait complètement la partie d'onboarding du matériel. Aujourd'hui, on avait peut-être 3 machines ou suffisamment de serveurs VPN, de bastions SSH pour faire tourner la out of band. Mais c'est pas magique le PXE. On peut pas juste racker des machines. Il va falloir travailler un inventaire. Alors, soit l'inventaire, on connaît les machines à l'avance parce qu'on les a saisies. Donc, ça veut dire qu'on a un serveur d'inventaire quelque part. Voilà, d'un seul coup, on a une petite pastille qui vient d'arriver. Ou alors, on peut avoir aussi un inventaire qui est dynamique, c'est-à-dire on part du principe que les machines ne sont pas connues au démarrage et on va les découvrir au fur et à mesure qu'elles s'allument et les ajouter à la volée dans l'inventaire. Mais il faut quand même un inventaire. Ensuite, le PXE, il faut l'installer, mais est-ce qu'on l'installe sur le réseau out of band ou est-ce qu'on va l'installer à cheval entre plusieurs réseaux? Par exemple, l'out of band, Guillaume parlait d'un réseau de BMC qui peut être différent de celui de l'out of band. L'out of band, il peut juste exister pour accéder à certaines ressources en particulier et pas forcément à toutes les machines du parc, voire toutes les BMC du parc et servir absolument, parce qu'en plus, on va avoir des machines qui vont potentiellement être en DMZ, donc on veut pas forcément avoir l'out of band qui va être sur tous les segments de notre infrastructure en parallèle. Donc on peut déjà segmenter le réseau d'out of band, voire même plus que le segmenter, c'est uniquement lui donner certaines prérogatives sur les accès, les VPN, sur cette fameuse machine qui va servir à faire du provisioning. Et une fois qu'on a ça, le provisioning et l'inventaire, et ensuite, une fois qu'on a débloqué ces 2-3 petites features, on peut commencer à attaquer la suite. Après, on a parlé du service de déploiement à coup de PXE, etc. Service minimum. Ce qu'il y a, c'est que même avant de déployer une machine, il y a peut-être de la préparation à faire. La préparation, typiquement, là on parlait de CMDB, d'annuaire, d'inventaire. Il y a une partie gestion des identités aussi. C'est-à-dire que je vais peut-être générer des certificats, donc une PKI, pour pouvoir authentifier mutuellement mes machines, en configurer des TPM, etc. Donc quelque chose qui est important aussi, c'est avoir une solution de PKI qui marche tout de suite, une gestion d'annuaire, une gestion d'identité, pour pouvoir ensuite configurer le déployeur automatique en mode PXE avec les bons assets et déployer directement. C'est un peu ce que fait en fait Microsoft avec Active Directory. Quand on monte un data center Windows, Microsoft Entreprise, c'est d'abord on déploie AD. Dans AD, il y a DNS, annuaire, DHCP, il y a identité, il y a tout. Et ensuite, on peut déployer des choses. Ça, c'est quelque chose qui est assez important parce que c'est le socle de toute activité en fait.
On voit un peu pointer du nez, là, avec ton exemple de Microsoft, une espèce de micro-control plane ou de noyau de control plane qui servirait à la base, avant même qu'on ait des machines, à gérer des identités, à gérer éventuellement des profils, des annuaires, des choses. Et ce truc-là va nous servir peut-être à spawner d'autres types de control plane qui vont être plus spécialisés et qui vont s'appuyer sur ces features-là. Et ça, c'est un modèle qui est pas forcément hyper répandu et qu'on voit dans très peu, dans petites, même de moyennes ou grandes entreprises, qui n'est pas du tout Ouais, ça me fait penser un peu à ce qu'on appelait undercloud chez certaines distributions OpenStack, style Red Hat, HP Lyon à l'époque, etc. C'était un peu ça, déployer un noyau mono-machine où il y a tout dessus, un peu all-in-one, ce qui permet ensuite de déployer des choses beaucoup plus importantes à côté. Ouais, parce qu'en plus, là, quand tu disais tout à l'heure, il nous faut le réseau ceci, il nous faut le réseau cela, etc. Genre, c'est quoi? C'est un gars à la main qui va sur des interfaces Cisco, sur tous les routeurs du parc pour configurer des routes? Il y a déjà un énorme travail de découpage du réseau à l'avance. Oui. Avant même d'arriver dans le DC, il faut qu'on ait une espèce de cartographie sur ce qu'on veut faire, comment on va le faire, et ce travail-là, il prend du temps. Enfin, en tout cas, chez nous, il a pris du temps. Je ne sais pas chez vous. Le côté PKI, établir les différentes branches de la racine ou des racines. Est-ce qu'on fait une racine par ASI, par data center? Est-ce qu'on fait une racine globale? Comment on se débrouille? Tout ça, c'est des choix qui doivent être faits a priori, avant même de poser les pieds, parce que quand on va commencer à créer les certificats, les SSH, les machines... Mais ça, c'est de la partie design. C'est des choses avant même que tu choisisses le data center, c'est des choses que tu as designées, décidées... Pré-bootstrap, c'est des choix qu'il faut faire, qui sont structurants, mais qu'il faut faire dans tous les cas avant. Et c'est vraiment une grosse partie préalable au bootstrap, qui est d'être un peu visionnaire sur l'utilisation, l'usage. Et c'est là, en général, où quand on va faire une erreur, ou qu'on va se planter, ou qu'on va se dire c'est pas si pratique que ça va être assez coûteux. Donc moi, ma grande question pour Exoscale, c'est vos PKI, comment vous gérez vos racines? Et est-ce que vous avez une racine comme vous avez vos environnements qui sont très isolés? Comment c'est fichu? Je vais pas pouvoir beaucoup répondre à ça, ça fait que 2 mois que j'y suis. Je sais qu'on a du Vault avec toute la PKI. Pour moi, il est global à toutes les AZ. C'est un cas un peu particulier de partage, effectivement, et toutes nos PKI passent par là. D'accord. Voilà. Et sur les choix, est-ce qu'il faut faire des choix justement à dire une fois pour toutes, ou est-ce que tu te dis dès le début je vais faire des erreurs et donc il me faut quelque chose qui soit dynamique? Sur la PKI, se planter, ça veut dire tout refaire. Donc c'est assez tendu, quoi. vraiment ça, parce que en théorie, moi en tout cas là quand je réfléchis à chacune des PKI, il y a toujours direct pensé à la rotation. Et la rotation, c'est littéralement changer quelque chose en fait, c'est-à-dire que rien n'est immuable et je pense dès que je le fais à la manière dont je vais le changer, juste parce qu'il va falloir faire une rotation. Mais je pensais même aux machines. On avait déjà été dans des contextes de boîte avant où les machines bougeaient de contexte en autre. C'est-à-dire qu'une machine, elle pouvait commencer sa vie en étant un control plane de je sais pas quoi. Elle est enlevée, elle sert après à un autre contexte et donc elle va migrer comme ça de réseau en réseau. Et donc, est-ce qu'il y a besoin de tout raquer dès le début en disant cette patte-là, c'est tel VLAN, Tartampion, ou est-ce que cette machine, elle va bouger et je vais pouvoir la réaffecter et se dire pourquoi pas... C'est une très bonne question. Et là, on touche du doigt un petit peu la mission technique qu'on fait porter sur le MAS, donc il y a une brique, la brique logicielle, qui est là justement en interface avec ce qui est rentré dans cet inventaire ou dans cette CMDB, et qui va ensuite nous permettre de piloter les machines. Et le MAS, c'est le Metal as a Service, donc c'est la fameuse stack PXE, mais en général, elle est un peu plus intelligente. Elle permet de définir des profils de machines, de spawner des machines, de spawner des OS, éventuellement aller jusqu'à la configuration dynamique d'OS. Par exemple, on va pouvoir dire, cet OS-là, je veux qu'il ait le réseau X, Y, Z de branchés, et on va se retrouver avec un OS directement configuré avec les bons VLAN dans son fichier, je sais pas, systemd, networkd. Ce genre de choses-là on est capable de le faire. On est capable de lui, en gros, de piloter tout le fichier Cloud Init, ou Ignition, ou peu importe, ce genre de choses-là. Et c'est cette stack logicielle-là qui va aller templétiser, en grosso modo, ces fichiers, et au moment du boot de la machine sur le réseau, lui passer toutes les informations. En fait, ce qui est important, c'est en fait, il faut un outil de cycle de vie, de gestion de cycle de vie du matériel. C'est-à-dire que je sors du carton une machine, je la rack, je la branche, je l'allume. Il faut qu'elle soit découvrable. Ensuite, je décide de ce que j'en fais, en fait.
Donc, il faut piloter à la fois la carte contrôleur, la fameuse BMC de la machine pour pouvoir l'allumer et l'éteindre, mais il faut aussi être en mesure de configurer le réseau qui est avec. C'est-à-dire que je vais peut-être la mettre d'abord dans une zone de quarantaine parce que je vais faire un test de charge, je vais voir si les alim elles cassent pas, si le processeur il tourne bien, peut-être la faire chauffer un peu pour être sûr qu'elle est disponible et prête à la prod. Et ensuite, je vais sûrement la basculer dans une zone métier. Mais si je la bascule dans une zone métier, c'est-à-dire que je vais changer l'OS qui est dessus, pas l'irriguer de la même façon niveau réseau, niveau VLAN, c'est peut-être à ce moment-là que je vais lui envoyer des certificats, ce genre de choses. Donc le cycle, la gestion du cycle de vie, c'est pour le serveur, mais c'est aussi pour la fabrique réseau en fait qui est autour. Exactement. Et là, tu viens de toucher un truc super important, la fabrique réseau. Si elle n'est pas pilotable, si elle n'a pas été designée à l'origine pour être pilotable, ça veut dire qu'on a des gens, avant même qu'on pose les pieds, au moment où on configure les switches, les routeurs, on va dire que le port X, c'est le VLAN Y. Et ça, à partir du moment où on a un mapping statique des ports, des VLAN, et qu'on a une cartographie qui est trop statique, on peut plus opérer notre DC de manière dynamique tout simplement. Donc, ce choix-là, c'est un choix structurant. Si tout le DC, si on peut pas piloter le VLAN et qu'on n'a pas de SDN et qu'on n'est pas capable de changer dynamiquement la topologie du réseau, on pourra pas être flexible dans nos opérations. Et les solutions, parce que là, on a parlé masse, on a parlé etc., des solutions concrètes qui existent, ça existe ou pas? Parce que si jamais c'est juste dans le monde des idées et que ça existe que chez 3 GAFAM... Ça existe, mais c'est un grand débat. L'automatisation réseau, ça a toujours été un grand débat. Et pourquoi? C'est quoi les problématiques qu'il y a par rapport à ça? Faut que déjà ton réseau soit... dès que tu crées ton réseau, faut qu'il soit designé day one pour être automatisable et pilotable. Si tu le fais pas day one, c'est mort. Et c'est quoi qui est automatisable? Vraiment, concrètement, c'est quoi? Il faut que j'installe un Cisco, un Juniper? N'importe quoi qui sait parler de l'Ansible. Chaque constructeur a sa petite sauce pour que tu puisses lui parler, que ce soit de l'Ansible, du Python. Ils ont plusieurs possibilités. Mais en gros, c'est pouvoir changer dynamiquement la configuration en un fichier, quoi. Tu changes ton fichier. Par exemple, moi je connais plutôt celui Ansible où tu dis ton port, t'as ta liste des ports, tu dis c'est VLAN machin, tu apply ton Ansible et puis ça change dynamiquement la configuration, quoi. C'est ça, là, vraiment il faut que ça soit pilotable comme ça, quoi. Sinon... Alors, c'est pilotable, c'est pas forcément dynamique. Alors, moi je voulais revenir sur l'aspect dynamique parce que du coup ça va dépendre de l'offre cloud qu'on a. C'est-à-dire que si ton offre cloud elle ne fournit pas de bare métal au client, c'est pas forcément nécessaire. C'est-à-dire que si tu as comme un Amazon ou un Exoscale, c'est-à-dire que tu as une machine qui est designée avec un gabarit et que ce que tu vas donner, c'est des morceaux de cette machine, c'est ce qu'on appelle des profils au final dans ces machines, ton réseau en fait sous-jacent, il va pas bouger, c'est que du logiciel qui va être sur ton hyperviseur ou sur ton stockage qui va bouger. Et du coup, ton réseau physique, oui, tu vas l'appliquer avec de l'Ansible ou tout autre outil d'automatisation, peu importe, mais en fait, c'est la partie intelligente, elle sera au-dessus de ce réseau et tu ne le verras plus. Ok, donc en gros, tu as ton underlay réseau, il est unique, il bouge pas, et l'intelligence réseau dynamique, tu l'as fait par-dessus, c'est un petit peu encapsulé, quoi. C'est ça, comme avec du VXLAN ou d'autres technologies. On pourrait même imaginer des zones d'ailleurs qui bougent pas. Il y a deux manières toujours de penser quelque chose. Soit on le pense de manière dynamique et on va le mettre à jour, soit on va le penser de manière immutable, quoi. Tu pourrais très bien te dire, telle zone, elle a 200 serveurs. Et voilà, le jour où j'ai besoin de plus de serveurs, je fais une nouvelle zone. Ce serait même potentiellement possible, en fait, avec un certain design, et en fait, se dire, cette zone-là, elle est au design de référence 1, 2, 3, en fonction de l'itération qu'on y a fait dessus. Mais ce serait tout à fait possible maintenant. Après, moi, là, sur le réseau, je reviens... Je suis très déçu, j'ai même pas entendu parler de Sonic. C'est vrai qu'il y a Sonic. Alors, je t'avoue que moi, j'ai jamais testé. Il faut que c'est dans ma to-do de trucs à tester. Mais ça me paraît prometteur. Il faut vraiment que je le teste, que je m'exerce avec. Sonic, on rappelle ce que c'est. C'est un OS open source, si on peut dire ça, pour du réseau. Et du coup, tu as certains hardware, tu peux choisir ton OS et tu peux mettre Sonic dessus, entre autres. Il y a eu Cumulus qui a été racheté par Nvidia, si c'est ça, c'est Cumulus. Ouais, il y a eu ça à un moment, ouais, je crois. Mais en gros, c'est tous les gros switch / router, parce qu'en fait, la différence entre les deux devient de plus en plus compliquée dessus. En fait, ils arrivent avec des gros ASIC complètement propriétaires, sortis d'usine, qui font un peu papa-maman sur toutes les câbles réseau. Et en fait, à chaque fois, ils viennent avec leur OS. Et Sonic, le but, c'est d'avoir un OS vraiment open source. Et surtout, en fait, plus que l'OS, les API. Pour le configurer. Pour faire en sorte de configurer chacun de ces ASIC-là.
Et en fait, après, d'avoir une fabrique réseau, et cette fabrique, elle va reposer sur Sonic, et donc cette fabrique tout en haut, c'est celle où on va dire, bon, bah, telle machine, tu deviens un load balancer, bon, bah, hop, je trunk tous les ports, et hop, t'as énormément de réseaux pour aller de tel endroit à tel endroit. C'est ça. Et donc, après, le but, c'est comment piloter. Parce que t'avais parlé d'Ansible, mais voilà, Ansible, comme disait Bart, c'est tu l'applies une fois, et puis après, bon, bah voilà, c'est là, c'est c'est de l'instanciation, c'est pas vraiment du dynamique dedans. Mais voilà, il y a tout le temps ce choix entre les deux, dynamique versus instanciation. D'ailleurs, moi, je pose la question, quand tu fais de l'Ansible, dans des cadres comme ça, mais c'est du cadre réseau, mais en vrai, ça pourrait être le cadre de la configuration de Not-of-Bund ou du map, enfin, de n'importe quoi, qui applique? Quel est l'élément qui instancie, qui lance la commande Ansible? Alors, pour l'Autoband, c'est à la main. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient avec son laptop, qui se branche sur un port spécifique. Bah, de toute façon, pour la première configuration, oui, t'es obligé d'être sur place, te connecter en serial, faire les premières configurations. Bah, tu peux pas avoir un réseau qui spawn tout seul, une configuration qui spawn automatiquement. Si, c'est possible. Tu aurais pu avoir du LoRa avec du Sigfox, des choses comme ça. Après, dans le monde de l'embarqué, tu fournis toutes tes configurations à ton fournisseur, à ton fabricant, et en gros, le switch arrive. T'as un intégrateur. Moi, je connais un intégrateur où littéralement il livre les baies en entière, préconfigurées, précablées. T'as juste à brancher ta fibre de sortie et tout est prêt, quoi. Ça c'est possible. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait à ta place, quoi. Mais t'as forcément, au tout début, t'as forcément une petite main qui est passée par là pour mettre la première configuration, la première graine de ton réseau, quoi. D'ailleurs, sur les matériels Cisco et autres, on peut très bien sortir, à l'époque, quand j'en faisais, on pouvait sortir la carte mémoire, préconfigurer des fichiers dessus, et ensuite recopier la carte mémoire et puis la mettre. Ça, tu peux le faire en clé USB. C'est de la clé USB aujourd'hui, les cartes mémoire à l'intérieur, elles sont soudées, mais tu peux faire ça avec des clés USB faites exprès, où du coup tu bootes la machine, elle va choper ce qu'il y a sur la clé USB et se configurer toute seule, quoi. C'est possible, ça. Raspberry Pi, quoi. Ouais. Et ok, donc là en fait on a un MAS. D'ailleurs, les solutions de MAS, on en a pas parlé. Qu'est-ce qui existe? Ouais, il y a. Alors dans close source, je sais pas trop. On va parler chaque fois de trucs open source. Moi, je connais Canonical Mass. On a Tinkerbell. On a quoi? Ironic de chez OpenStack. Ah oui, de chez OpenStack, ouais. Je suis pas trop dans le. Ah oui, et puis après même toutes les solutions à base d'Ironic, parce que Metal Cube, etc. Justement, Metal Stack des Allemands là, qui font aussi ça. Et donc justement, d'ailleurs, là quand on parle d'Ironic, donc Ironic solution de masse dans OpenStack. What's the point? C'est quoi? Il nous faut d'abord un OpenStack, il me faut d'abord... Moi, j'ai Tinkerbell qui est un Ironic sur Cube. Même combat. C'est comment on a un premier cube? En fait, ce qu'il y a, c'est Ironic, il a deux modes. C'est-à-dire qu'il a un mode intégré dans OpenStack, où il va consommer les API d'OpenStack, Keystone, Glance, etc. Et il a aussi un mode standalone. C'est-à-dire qu'on l'installe tout seul, et il est autoporté et on peut le configurer directement. Ce qui permet justement de faire un premier déploiement, par exemple, sans avoir, on va dire, à traîner toutes les briques OpenStack qui sont derrière, quoi. Ok, donc là, j'ai ce premier Ironic, on va dire. Maintenant, de quoi j'ai besoin? Voilà. J'ai mon PXE qui marche, /mass, qui arrive à mettre des VLAN sur des ports. Voilà, je sais faire ça. Le but à la fin, quand même, c'est que j'ai des développeurs qui arrivent à déployer leur application. Est-ce que je leur donne ce PXE-là, je leur donne le MAS et je leur dis démerde-toi avec, ou qu'est-ce qui se passe après? Quelle est la deuxième étape que je vais avoir besoin dedans? C'est souvent là où tu as l'œuf et la poule, généralement. C'est sur cette étape parce que quand tu vas produire ton logiciel pour ton cloud, t'aimes bien être dogfoodé souvent. Et c'est le moment où tu as produit le logiciel et tu n'arrives plus à revenir à cet état où comment je fais quand j'ai pas encore le logiciel. Donc il y a plusieurs solutions. Alors je n'ai pas exactement la solution que nous on utilise parce que j'ai pas encore bootstrappé de zone, mais j'ai une vague idée. La première, c'est tu utilises une zone existante parce que t'existes déjà en tant que cloud et tu fais une fake zone dedans et tu plugs ton autre zone dedans pour commencer à bootstrapper tes hyperviseurs, ton stockage qui va se connecter via un VPN quelconque. Tu vas tricher un peu sur les règles au début et tu vas être obligé à un moment pouvoir bootstrapper ta première stack donc où tu pourras spawner tes VM. Une sorte de clonage, en fait, un peu. Il y a une espèce de... Pas tout à fait. En fait, oui, on va dire que c'est une sorte de clonage. Tu vas créer ta zone, mais elle sera pas physiquement dans la zone au début. Ça, c'est une technique possible. Et tu vas la consommer à distance au travers d'un VPN entre tes deux sites pour pouvoir justement lancer cette première phase d'init. Ça, c'est une façon de faire, qui est pas forcément celle de tout le monde parce qu'il y en a qui refusent de connecter les deux sites. Après, si vous avez d'autres solutions pour le faire, n'hésitez pas.
Alors, chez Sens, on utilise plus ou moins toutes les stratégies. Alors, ça dépend parce que il y a les stratégies, on peut pas en parler, mais les stratégies qui sont utilisées en interne par Google, où il y a un mix, un peu de tout. Donc, comme ça, c'est très mystérieux. Mais alors, chez nous, donc dans notre zone, qui est la zone managée, la zone de confiance, on est parti du principe, en effet, que les zones ne communiquaient pas entre elles. On a eu l'avantage de partir de zéro. Donc là, littéralement, on n'avait pas une zone existante pour démarrer, pour bootstrapper, pour créer les racines, pour créer plein de choses, même pour construire les artefacts, nous n'avions pas de zone. Parce que la CI, alors c'est un choix, mais la CI qui construit les artefacts, qui build tous les systèmes, qui build toutes les configurations, elle est hébergée dans la zone en elle-même. Donc notre stratégie, c'est de déployer, donc d'arriver en effet avec les laptops dans les DC, et de déployer tous les premiers composants lors du bootstrap. Donc ça peut aller assez loin, ça va en effet jusqu'au IaaS, je crois, mais ça va assez loin. Et on déploie ces briques-là, donc ça peut les VPN, les PKI, le DNS, le IaaS, en utilisant nos laptops. Donc c'est des laptops qui doivent être, là pour le coup, intégrés dans l'infrastructure de sécuriser. Enfin, sécuriser, on n'est pas n'importe quel laptop, faut que les laptops soient été validés, etc. Mais ce sont des laptops d'admin qu'on va utiliser pour construire tous ces artefacts-là, les embarquer. Alors, soit on arrive avec une clé USB ou un disque dur parce qu'on a beaucoup d'artefacts, soit on les construit à la volée et on les pousse sur une registry qui va être une registry low dependency, etc. Et donc, une fois qu'on a tous ces artefacts-là, on est capable de builder les premières parties jusqu'à arriver au point, en effet, où on peut eat your own dog food et on arrive à ne plus se passer on arrive à se passer de cette construction locale et construire au travers de la CI. Mais t'as pas des problèmes de dépendance croisée? Enfin, je sais pas, ton Vault, il a besoin du DNS, mais le DNS, il a besoin du Vault. Enfin, je donne un exemple au pif, mais... C'est la registry. La registry qui a besoin d'un DNS, mais en fait, le DNS, il est déployé par la registry. Enfin, elle a besoin d'un certificat aussi, voilà, elle a besoin de plein de choses. Et donc là, pour le coup, c'est quoi? Alors, pour le coup, c'est très compliqué comme sujet. C'est très compliqué parce qu'on y a passé beaucoup de temps. On a commencé le sujet, le programme, il y a 2 ans. On dessinait sur le tableau des graphes de dépendance avec des barres, avec des flèches dans tous les sens. C'était vraiment très compliqué, justement pour que ce bootstrap-là, on identifie qu'est-ce qu'on pouvait écourter. Et il y a une stratégie qu'on a utilisée. Qu'est-ce qu'on pouvait écourter? Qu'est-ce qui devait être fait avant? Qu'est-ce qui devait être fait en même temps? Qu'est-ce qu'on faisait à la main? Qu'est-ce qu'on pouvait ne pas faire à la main? Et il y a une stratégie qu'on a pu faire et que j'aime bien, c'est des solutions étagées. Des solutions à étage. Par exemple, le DNS, on avait une solution à étage. Alors, c'est pas forcément celle qu'on a retenue 2 ans après, mais elle était à l'époque hyper séduisante. La solution à étage, c'était d'avoir un DNS low dependency qui ne fait quasiment rien, sur lequel on va enregistrer notamment la registry en dur. Et ensuite, pour tout le reste, elle va aller forwarder vers un endpoint qui n'existe pas encore, mais qui va exister à la phase d'après. Donc c'est un DNS qui sera hébergé dans le IaaS. Et puis plus tard, une fois que les services dynamiques de DNS, avec external DNS, avec cloud DNS, enfin peu importe le service que vous allez utiliser pour faire de l'enregistrement dynamique pour vos futurs utilisateurs ou pour vos futurs services, ça sera dans un 3e étage. Et donc on avait un système à 2 ou 3 étages comme ça, où on avait la stack hyper low dependency qui est uniquement nécessaire lors du bootstrap low level, une 2e stack low dependency qui va aller être nécessaire pour les briques, on va dire, de cercle 1, et puis ensuite le cercle 2 qui est pour les logiciels un petit peu plus haut niveau, et en fait, tout le reste du DC. Et t'as besoin de les garder ad vitam aeternam ou pas? Il y a des cas de figure où oui, il y a des cas de figure où non. Alors, par exemple, le DNS, on va le garder. La registry, c'est un super cas de figure, parce qu'on a eu l'illustration il y a pas très longtemps. La registry, on est capable de spawner une registry juste le temps du bootstrap, avec le même nom, un certificat qui est valide, peut-être moins longtemps parce qu'on va le déployer à la main, et ensuite, une fois que les infrastructures sont en place, que ce soit des infrastructures type VM ou type conteneur, peu importe, on va pouvoir migrer en gros, c'est de la haute dispo, on va aller créer d'autres instances, et puis on va les shooter plus tard, celle qui nous a servi à la low dependency. Alors se pose la question après du disaster recovery, c'est comment on fait qu'est-ce qui arrive si le truc plus haut niveau tombe en panne, et là on a des problèmes de fait. Exactement. Par exemple, la registry qui est hébergée dans un conteneur, elle tombe, on est embêté, parce qu'on peut plus la remonter vu qu'il n'y a plus de registry. D'accord. Et donc là, t'as parlé de conteneurs.
Donc justement, comment faire? Parce que là, on a dit, on déploie 1 milliard de logiciels. Je vais quoi? Je vais sur toutes les machines. Je vais sur la machine 1, je fais apt-get install DNS. La machine 2, apt-get install. Enfin, c'est quoi justement toute cette façon de pouvoir déployer? Parce qu'en fait, la stack, elle commence à devenir sympa. Hein. Enfin, tout déployer dans tout ce que je vais avoir besoin. Si je veux quelque chose de sécurisé avec de la PKI, si je veux des registries, si je veux ceci, etc. Là, au niveau, on va dire, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut un dépôt d'artefacts, un dépôt de paquets ou un dépôt d'images. Enfin, faut un dépôt d'autre chose que de conteneurs, quoi. Il y a ça et il y a même un autre point, c'est l'orchestration. Et genre, je fais ça à la main, c'est-à-dire une orchestration manuelle au pifomètre et je dis machine 1, c'est la registrie et machine 2, etc. Enfin, c'est quoi justement, de quoi je vais avoir besoin justement pour faire ces choix-là? Déjà, il y a une partie orchestration avec le fameux Metal as a Service, qui va permettre déjà de dire tiens, ça c'est des machines de calcul, ça c'est des machines, enfin plus du cattle quoi, ou des machines dire en mode PET avec des choses un peu plus rigides au-dessus, on va dire. Et déjà rien que le fait de devoir fournir des images ou des artefacts, une distribution Linux qui tourne sur les machines, c'est-à-dire que il faut qu'on ait créé les images. Enfin, donc il faut un dépôt, entre guillemets, un dépôt d'images. Donc option 1, qui est un peu dégueulasse, c'est on ouvre tout de suite par le réseau internet et on va chercher sur les dépôts, enfin nos dépôts préférés, on va dire. Option 2, c'est on fait une pré-construction, soit sur les portables de Bootstrap, comme disait Barthélemy, ou vraiment tranquillement au bureau plusieurs semaines avant, on crée toutes les images, toutes les configurations un peu en mode golden image. Et ensuite, on va déposer ça sur le stockage du Metal as a Service. Et ensuite, on va pouvoir envoyer ça sur les machines, en fait. C'est à quel nom le petit air gap C'est ça. Enfin, en fait, en gros, pour que les gens puissent chercher cette stratégie, en fait, c'est vraiment la stratégie air gap, c'est-à-dire on passe pas par Internet, on a un flux d'air. Enfin, on a les deux mondes qui sont séparés et c'est une clé USB / portable / quelque chose en tout cas qu'on identifie qui fait le lien entre les deux. Donc c'est souvent des stratégies en air gap. Et l'intérêt du air gap aussi, c'est que cas qui n'arrive jamais, la double panne, mes serveurs crament et mon accès Internet avec. Si je suis pas en air gap, je suis pas capable de ressortir ma clé USB ou mon disque dur et de réinstaller en fait. Donc je perds du temps à essayer de remonter mon accès Internet pour pouvoir retélécharger mes artefacts. Donc il y a quand même une certaine sécurité, on va dire, qui peut être intéressante. On peut se dire que s'il n'y a pas d'accès Internet, dans tous les cas, toutes mes applications servent à rien. Donc des fois, c'est toujours le choix entre les deux stratégies. Mais il y a un gain de temps à la remontée en fait. C'est ça qu'on voit. C'est-à-dire qu'on peut remonter plus vite et donc avoir une indisponibilité réduite, entre guillemets, avec une solution interne, en fait. Il y a un truc qu'on a évoqué, qu'on dessine sans le dire, c'est qu'il y a dans cette approche d'identification des dépendances, on a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on peut pas faire. On veut bien que des services se dépendent entre eux, mais pas au même niveau de criticité. On veut pas, par exemple, que tu disais le service, je sais pas, d'install des OS peut pas dépendre d'Internet parce qu'ils sont au même niveau en termes d'installation. Donc on a des espèces de rings, on appelait ça nous des rings, mais il y a des rings dans la sécurité, il y a des rings de dépendance. C'est un peu compliqué des fois à se comprendre, mais on a des rings et un service a le droit de parler de ring 1, a le droit de dépendre d'un service de ring 0, mais un service de ring 0 n'a pas le droit de dépendre d'un autre service de ring 0. Et c'est pour ça que déjà il faut réduire le scope de ring 0 au minimum, et il faut éviter de mettre des trucs trop compliqués à l'intérieur qui ont beaucoup de dépendances. Parce que toutes ces dépendances-là dont tu vas avoir besoin en ring 0, et c'est pour ça rejoint ce que tu disais au début, c'est on veut des choses extrêmement simples en DMZ ou en DMZ sur la out of band, parce que ce ring 0-là, dès que vous allez avoir une dépendance à l'intérieur, ça va être à vous de la gérer. Vous pouvez ne compter que sur vous, et pas sur quelqu'un d'autre, et pas sur un autre service, et pas sur un autre contrat, parce qu'on est dans un stade où tout est ultra critique et il va falloir, notamment dans des scénarios de disaster recovery, pouvoir tout reconstruire uniquement en dépendant, en vous démerdant avec vos propres moyens. Et donc ça dessine ces différents rings là. Donc on en a 2 ou 3 chez nous, je crois. On a ring 1, ring 2, ring 0, ring 1 et ring 2 pour différentes raisons. Mais ça nous aide à designer cet arbre de dépendance là. Moi c'est marrant, j'appelle ça plutôt des étages la plupart du temps. Ouais, des stages. Ouais, ça peut être des stages. Parce qu'en fait je pense souvent en fait au Starship, en fait la manière dont il est fait, et le stage 0 c'est une partie et elle bouge pas pourtant, elle reste sur place, mais le stage 0 qui va allumer les moteurs,
Bah voilà, mais c'est pour ça qu'en fait j'aimais bien cette allusion. Et bien sûr, le stage 0 a pas besoin du stage 2 de la fusée, quoi, en fait. Et de se dire, non, on a cette espèce d'étage de lancement qui a beaucoup d'intelligence et beaucoup de choses à faire, mais en effet qui ne sert que à démarrer dans les premiers instants du lancement d'une fusée. Voilà, c'était j'ai plutôt cette notion d'étage. Mais et Loïc, tu disais, enfin, genre de déployer, enfin. C'est justement, vous, comment vous allez essayer de déployer tout ça, comment ils tournent les services, même si au début, vous avez une dépendance à une zone, entre guillemets. Quel va être, enfin, c'est quoi? C'est le choix, il se fait au hasard, il y a toujours les petits noms, Remus Romulus, pour les machines de... Enfin, je sais pas, c'est vraiment les classiques dedans. Enfin, comment va se faire le déploiement Non, quand même pas. Bon, après, il y a des ID, hein, comme souvent. Ça rejoint ce qui a été dit avant avec les Golden Image. C'est-à-dire que sur ce fameux système de masse, nous, il est un peu plus trivial que les masses qu'on va trouver d'habitude. On aura des Golden Image déjà prédéfinis par rôle. On a un cloud provider relativement simple sur la couche basse, c'est-à-dire qu'en gros, il y a du réseau, effectivement, on a du stockage et des hyperviseurs. Donc, il y a des images pour le stockage et pour les hyperviseurs. L'OS n'est pas installé dessus. Ça va charger par le réseau et ensuite via Cloud Init et du coup une interaction avec ce système de masse, la machine connaît son rôle et elle est intégrée directement dans le data center en fait. Et donc là, bon, on a une machine avec un rôle. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a ce rôle? Il va falloir être un peu plus intelligent parce que c'est bien, on a des hyperviseurs, mais ils font rien. Et c'est là que vous avez peut-être une réponse. Moi, je peux en donner, mais... Non, mais justement, mais c'est un peu ça. Là, depuis tout à l'heure, j'essaie de vous faire aller vers quelque chose. Et ça rejoint aussi la notion de temps de restauration, etc. Ces machines-là, elles vont mourir à un moment parce qu'elles n'ont pas une durée de vie infinie. Donc, si jamais j'ai installé un DNS, une part, à un endroit pour un besoin, le jour où elle meurt, elle a perdu le décès, en fait, entre guillemets, quoi. Si jamais je perds ces machines de ring 0 ou d'étage 0, comme on dit. Et donc, justement, comment je fais pour que ça n'arrive pas ou comment je fais pour que j'ai pas ce problème-là? Déjà, il y en a plusieurs. C'est le minimum syndical. On en a au moins 2. Puis après, c'est du cycle de vie matériel. Hein. Peut-être que Cécile pourra plus en parler que moi, mais c'est plus classique. Oui, non, mais après, ton serveur, il a une durée de vie. Généralement, dans les entreprises, c'est 3 à 5 ans en fonction des IMO. Enfin, il y a plusieurs stratégies. Mais un déprovisioning, ça se prépare autant qu'un provisioning. Donc, tu as quand même une stratégie de fin de vie des serveurs. C'est pas juste tu vas éteindre ton serveur, merci, au revoir. Il y a quand même une vraie stratégie de OK, cette machine, elle fait ça. Est-ce qu'il y a des trucs importants dessus? Est-ce que je dois migrer les workloads où ils vont se migrer tout seuls parce que j'utilise Cube Enfin, on la perche depuis un petit moment quand même, par les orchestrations, etc. Ouais. Justement, c'est genre vous mettez les machines, vous faites sudo apt get install DNS et puis vous priez pour le reste de la vie du DC. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça malheureusement. Non mais voilà, peut-être pour un ring 0 à la limite. Pour un ring 0, parce qu'il y a 4 composants exactement, comme tu le disais, c'est pour ça. Duel, et puis, exactement. Ok, d'accord. Ok, ring 0 à la limite, bien que je pense qu'on peut faire sans, mais bon. Ça se discute, on fait des designs. Il y a des designs ring 0 où il y a du cube, mais c'est des cubes qui vont être standalone et tournés sur une machine et qui ne seront pas clusterisés. On utilise l'API cube sur la machine parce que c'est sympa, mais uniquement sur la machine et elle part pas avec ses copains. Voilà, point. Donc c'est un truc, on l'a pas fait, très honnêtement, on l'a pas fait, mais moi ça m'aurait bien plu. Ok, donc en gros, moi c'était toute cette notion justement d'installation qui est que j'ai vraiment envie pour installer tout ça, et même pour cette notion de définition dont on a parlé qui est j'ai besoin d'avoir tel service. En fait, cette notion de définition de qu'est-ce qui doit tourner, Cube c'est assez cool. Donc en fait, même pour ce ring 0, en fait, on peut avoir un Kubernetes qui va permettre de définir en mononode, 2 nodes via du DQLite, si jamais on a envie de faire des trucs un peu marrants. Des static pods, n'importe quoi. Ouais, même ça, oui, c'est même des static pods, mais... Ok, donc c'était ça en fait un peu vers lequel j'essayais de vous faire aller. On peut utiliser une API déclarative. Parce que tu me parles de registry, tu m'as même pas dit comment on l'utilisait cette registry. Donc, la registry, on l'utilise avec Kubernetes, c'est Kubernetes qui va aller tirer des choses là-dedans. On fait Docker Pool à l'ancienne. Mais c'était aussi une chose. Mais en fait, c'était cette notion d'orchestration qui est dedans, qui est je perds une machine, tu vois, ça se prévoit à l'avance. C'est important. Le problème de tous ces trucs très bas niveau, c'est que les opérations sont très manuelles. Les opérations d'installation sont manuelles et puis après les opérations sont manuelles aussi parce que a fortiori t'as installé un truc à la main, tu le manages à la main. Ouais. Donc c'est des trucs qui sont très coûteux, il faut les réduire à son strict minimum. C'est vraiment et c'est dur comme travail parce que il y a des choix. T'as envie de mettre beaucoup de choses, mais tout ce qu'on va mettre en ring 0, c'est un peu comme la masse tournante dans une voiture quoi.
ça fait x10 en termes d'opération et en termes de criticité, en termes de disaster recovery. Donc, l'effort de design d'origine doit être dans réduire au maximum ce qu'il y a là-dedans. Donc, peut-être qu'on va aussi réduire le temps de parole alloué à ce truc-là, mais c'est vraiment très décisif. On parle de bootstrapping. C'est littéralement exactement tout ce truc-là et donc tous ces choix-là et des choses qu'on voit pas quand on est à l'extérieur. C'est justement toutes ces choses-là sont pas visibles quand on utilise un cloud provider. Littéralement, on y a passé 1 an, quoi, presque à définir, peut-être pas 1 an, mais pas loin, de définir ces phases-là en partant de zéro et avec un nouveau projet et on n'avait pas de modèle comme on peut avoir chez Exoscale. C'est vraiment un gros travail. Et donc voilà, donc on se dit on a un ring 0, on a des briques de base qui nous permettent de partir. Tout à l'heure, tu as parlé d'hyperviseurs. Genre c'est ça le truc, on a des hyperviseurs, on a des... Qu'est-ce qu'on va partir après? Qu'est-ce qu'on va... De base, on parle d'hyperviseurs, mais je dirais plus on a des nœuds de calcul. Donc, c'est-à-dire qu'on a des nodes Kubernetes de manière générique. Et ensuite, dessus, on lance les pods qu'on veut. Donc, c'est-à-dire que est-ce que j'ai besoin... ça dépend... en fait, c'est très lié aussi à mon étude de risque. C'est-à-dire que est-ce que je suis dans un environnement critique? Est-ce que j'ai des workloads de confiance, entre guillemets? Est-ce que je peux me permettre de les faire tourner directement sur du matériel? Ou est-ce que je dois faire de la VM, du Firecracker ou autre? Donc, en fait, ce qu'il y a, c'est que le workload client qui va tourner, il faut qu'on décide comment on va le faire tourner. Donc, est-ce qu'on peut faire du mutualisé? Donc, c'est-à-dire que tous mes clients ont un niveau de sécurité équivalent. Donc, je suis dans une zone homogène. À partir de là, très bien. Je peux déclarer du namespace en direct sur mes nodes, bare metal, et puis les clients déploient leurs applis. Ou est-ce que je suis dans un modèle segmenté où j'ai des applications internet qui risquent de se faire attaquer avec à côté un réseau intranet qui n'a pas vocation à aller sur internet avec des applications un peu critiques. Donc là, il y a plusieurs stratégies, c'est-à-dire que soit je vais dédier des nœuds physiques, donc avec des labels, etc., pour déployer les bons pods aux bons endroits, ou est-ce que je me dis que j'ai une couche unique? À partir de là, je vais lancer par exemple dans de la micro VM ou dans des KV ou des KVM, les workloads clients. Donc là, c'est des stratégies qui sont différentes en fait. Ça dépend. Ça, c'est un choix structurant qui a aussi un impact aussi sur les coûts parce que si on segmente trop, on a un besoin en matériel qui est plus important. Donc c'est-à-dire qu'on aura une offre entre guillemets haut de gamme parce que sécurisée, mais plus chère. Donc après, il faut voir aussi sur quel segment on veut attaquer en fait au niveau de nos clients. Il y a même ça, et même le Kubernetes bare metal, c'est marrant, mais il y a plein de choses quand on y pense qui vont être compliquées à implémenter. Aussi bien, on parlait du storage, des choses comme ça. C'est quoi? Je fais de l'hyperconvergé avec mon storage à l'intérieur du même cluster Kubernetes pour faire ça. Mais voilà, mais en fait, c'est ça en fait la question. Et c'est pour ça que personnellement, par exemple, je ne pense pas qu'à cet étage-là, Kubernetes soit un bon choix. Parce que Kubernetes, en fait, étant fait pour être cloud native, historiquement, il veut des API autour. Il veut des API autour. Et sauf que ces API, tu les as pas. Donc en fait, là pour le coup, on arrive dans l'effet de Fed Pool, qui est Kubernetes a envie d'avoir des API Cloud Native et a pas les API Cloud Native. Ça dépend. Alors je dirais, on a parlé tout début de Ironic, qui était en mode standalone ou en mode OpenStack. L'intérêt d'avoir Ironic dans un environnement OpenStack, c'est qu'on peut déployer des machines physiques comme si c'était des instances virtuelles avec Driver Nova, ce qui permet d'utiliser des machines physiques comme si c'était des VM, mais avec tout l'écosystème OpenStack autour. Donc le Cinder pour le stockage, par exemple, ou bien toute la partie Neutron pour le réseau. Donc on va dire que Kubernetes seul, ça tient pas la route. Autant partir sur un produit qui fait ça très bien, il y en a plein sur le marché. Mais c'est quoi plein, justement? C'est quoi les... Je dirais... Tu veux mettre un Proxmox j'aurais plutôt dit Xen, mais voilà, ça peut être du Xen, XCPNG, ça peut être de Linkus ou LXD. Après, on peut toujours mettre du VMware, du Nutanix, si on aime ça, ou mettre de l'Oxide directement pour... il a lancé le gros mot. Pour avoir, pour avoir un truc qui marche bien. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut... il y a juste OpenStack déjà. Oui, mais OpenStack c'est déjà bien. Non, mais c'était l'éléphant dans la pièce. Et OpenStack. On parle d'Oxide, mais si vous êtes client ou potentiel client français de chez Oxide, contactez-nous.
Alors, S'il vous plaît. On veut tester. On a envie. Alors, s'il y en a un qui a déjà acheté du Oxide en France... Et en plus, on veut vous entendre en podcast. Ouais, c'est ça, clairement. Mais donc, ok. Donc, en gros, au final, la conclusion, c'est qu'un peu, il faut des produits autour. Voilà, on est à l'étage où, ça, il faut qu'on construise des produits, quoi. Enfin, où on a besoin d'avoir cette espèce de couche intelligente. Et donc là, par exemple, chez Exoscale, ça va être quoi, cette espèce de couche? Vous avez des services? C'est là où donc on va tricher, évidemment, pour arriver à la destination, mais c'est là où, effectivement, on a cette fausse zone dans une autre zone où on a un Kubernetes où il y a les orchestrateurs. Et donc, toutes ces briques de base élémentaires qui sont dans la nouvelle zone qu'on est en train de créer, on peut les orchestrer, lancer l'IaaS. Donc, effectivement, là, on a pris un shortcut très violent et on arrive directement à la cible. On a nos briques, on sait déjà créer des VM. Et ensuite, une fois qu'on sait créer des VM, il suffit, alors, j'ai jamais vu la création de nouvelles zones, mais d'étendre le Kubernetes de la fausse zone de Bootstrap vers physiquement, du coup, la nouvelle zone, et du coup, on migre tout là-bas directement. Du coup, ça va entre guillemets trade, puisqu'une fois qu'on a des hyperviseurs sur les deux zones qu'on a virtuellement mis comme une seule zone, il suffit juste de tout migrer, puis après, on termine. Kubernetes, donc il est bare metal ou c'est lui qui fait tourner les hyperviseurs? Non, il est virtuel, il est l'IaaS. Ok. Donc effectivement, il y a un effet d'œuf et de poule, c'est pour ça qu'on a besoin d'une autre zone, nous. Ok. Et donc oui, parce que le IaaS, lui, il est autoportant, en fait. C'est ça, tout à fait. En fait, toute la couche orchestration dans l'offre de service qu'on a, elle tourne sur Kubernetes. Il y a effectivement ce phénomène d'œuf et de poule, mais l'orchestrateur de l'IaaS est dedans, l'orchestrateur des cubes clients est dedans. C'est le seul Kubernetes d'ailleurs qui n'est pas en dogfoodé. En fait, le Kubernetes, c'est dans le IaaS, mais il pilote le IaaS. C'est ça. Ok. C'est des VM, ok. C'est des VM classiques, comme tout le monde en fait. Et là où Mathieu parlait de segmentation, nous on n'a pas de segmentation. Donc en fait, si jamais il y a un impact sur un hyperviseur, nous aussi on peut être impacté parce qu'on est dans la même infrastructure tout le monde en fait. Ok. On n'a pas cette volonté de sécurité extrême comme vous pouvez avoir chez Sens. Il y a quand même un SDN, des VPC, des choses pour isoler. Alors on n'a pas tout à fait des VPC, on est juste en dessous en termes de réseau, mais effectivement il y a du PrivNet. Et donc on est bien isolé virtuellement de nos clients. Mais c'est le pilotage qui est fait au niveau de l'orchestrateur qui dit tel VM, t'es dans tel réseau et isolé de tel autre. C'est ça, c'est globalement c'est du VXLAN avec du PrivNet, donc il y a une couche un peu spécifique. Mais on n'est pas beaucoup différent dans notre zone de confiance. On a un orchestrateur donc qui est bootstrappé lors de ces phases-là, Ring 0, Ring 1, et avec la registrie. Et après, en effet, c'est cet orchestrateur de VM-là qui est basé sur Kube, c'est du KubeVirt. On avait assez parlé pour... Ouais, on en a beaucoup parlé, donc on y retourne. Mais la solution commence à devenir de plus en plus mature. On s'approche de la V1 si elle n'est pas déjà sortie. ça fait la moue. Je vous le fais en direct. Ça fait la moue. Elle est sortie la V1. Elle est sortie cet été, je crois. Ouais. Donc c'est en cours. Une fois qu'on a ça, on a notre SDN qui est directement embarqué. Donc les VM, on les branche dynamiquement. On n'utilise plus Thunderlay en physique. On passe directement au VXLAN partout. Donc, et voilà quoi, on a des VM, des VXLAN, on orchestre tout. On a même une isolation physique pour différentes raisons entre deux catégories de machines, mais qu'on fait via des labels. Et c'est terminé. On a un control plane de VM sur lequel on va pouvoir déployer notre stack de Kubernetes as a service. Et donc là justement, donc on arrive à ce point-là. Donc en gros, là on arrive au point où on a des VM, on arrive à spawner des VM. On fait quoi pour tous les services justement à haute valeur ajoutée qui vont être par-dessus? Donc tous les DB as a service, / machin as a service, tous ces trucs-là. Vous les mettez dans le Kubernetes, dans le même Kubernetes que tout, ou est-ce qu'on va après créer d'autres Kubernetes au-dessus des Kubernetes? Enfin, ça va être à quel niveau? On a fait un gros raccourci aussi, on n'a pas du tout parlé du stockage. On a parlé des nœuds de compute. On peut faire 5 minutes sur le stockage. Sur le stockage, parce qu'en fait, et alors là, donc ça intéresse vraiment quand même, c'est important. Ouais, donc ça veut dire que donc le stockage, on le met au même niveau que le compute. Il est... Pour moi, oui. Oui, mais moi aussi, mais c'était pour valider ça. J'ai presque envie de dire qu'on le met avant. Parce que dans le stockage, il y a le stockage bloc, il y a aussi le stockage objet. En général, c'est là où on met nos artefacts, où on met nos sauvegardes, accessoirement. Donc, avant même de déployer du serveur, de calcul, on va dire, il faut, je pense, déployer la solution de stockage, quoi. Là où les solutions de stockage. Parce que quand on va, ne serait-ce que déployer un OS, ça va se reposer sur un stockage.
Donc c'est important à mes yeux, de déployer le stockage avant même les serveurs de calcul. Oui, parce que oui, on avait dit qu'on n'a pas de dépendance au sein du même ring, donc c'est-à-dire que c'est plutôt un stockage qui est au niveau du ring 0, donc potentiellement il y a 2 stockages, un ring 0 pour déployer le ring 1 ou non? Pour moi, en ring 0, il faut faire le maximum de choses qui sont stateless, hein, genre DNS, enfin des trucs. Oui, mais si ton ring 1 a besoin de stockage, il va le déployer à sa... T'as dit qu'en ring 1, il n'avait pas le droit d'être déployé. Attends, mais... je suis d'accord, mais là, il faut faire des exceptions à la règle. Les exceptions aux règles. Les exceptions aux règles, c'est comme ça que ça commence et on sait comment ça finit. Non, mais oui, bien sûr qu'il va y avoir des choses à faire à ce niveau-là. Et donc storage, on parle de quoi là, quand on parle de storage? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? La grande question. Ça dépend. Ça dépend beaucoup des contextes. Ça dépend de quoi? À la limite juste de ton argent et si t'as des goûts ou pas, quoi. Enfin, c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'on parlait de on arrive dans une salle qui est vide. Moi, le premier réflexe que j'ai, c'est je regarde combien j'ai d'arrivées électriques. Comment je vais urbaniser mon data center. T'as l'électricité que tu veux, t'as le fiber channel. Le fiber channel que tu veux. Fiber channel, t'as ceux que tu veux. T'as genre vraiment la climatisation, elle est à fond, le plancher, il va pas s'effondrer. Vraiment, t'es dans le meilleur des cas. Genre, t'as pas ces contraintes-là. Ouais, donc, dans le meilleur des cas, on va éviter on va plutôt choisir des solutions un peu scale out, avec du stockage distribué sur des nœuds dédiés, quoi. Un peu à la Ceph, par exemple. Donc voilà, je vais éviter la bonne grosse baie de stockage en réplication, quoi. Plutôt partir sur du software defined storage, quoi, pour pouvoir justement garder de l'API, garder du pilotage, garder de la résilience. C'est vraiment un choix parce qu'on peut reprendre l'exemple de Criteo, qui se vante d'avoir des performances over the top et donc ce fait utilise du stockage local. Il n'y a pas de baie de stockage. Jusqu'à, c'était il y a 6-8 ans, ça a peut-être changé. Il n'y avait pas de VM, donc on était sur du bare metal. C'était une stratégie produit liée aux objectifs de performance. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, que juste si on était limité au ring 1, dans l'étage 1, et c'est tout. C'est ça. Ouais, mais ça, c'est parce que ton cas d'usage métier, c'était sûrement faire tourner des batchs avec du stockage éphémère local, et dès que le résultat a été fait, ça a envoyé dans de la même distance. Il y avait des Elasticsearch, il y avait des Cassandra, du Hadoop, etc. Ta réplication est applicative. Exactement. Voilà. Exactement. Donc on n'avait plus besoin de stockage volume, de volume bloc ou de volume S3 qui était répliqué à cette échelle-là. D'ailleurs, longtemps, on a demandé... le stockage S3, c'était un sujet... Le stockage S3, gros sujet. Parce que justement, le stockage objet, pour le coup, tu le fais pas en local. Ça sert à rien. Ok, d'accord, j'ai un fichier à tel endroit. Ok, cool, mais bon, personne peut y accéder. Il y a peu de solutions qui font du stockage S3 sous un modèle distribué comme on peut retrouver avec Cassandra ou Elasticsearch. Nativement. Et donc, c'était un gros débat, en effet. Mais c'était il y a 6 ans. D'où ce genre de choses-là, en fait, qui sont des solutions avec des solutions distribuées, en fait, parce que le Ceph, après, il va utiliser un disque local. Et après, c'est la manière dont il l'expose en réseau à d'autres. C'est plus là. Okay, on n'a même pas parlé de Rook ou de choses comme ça. Après, c'est control plane. Là, on arrive sur comment on manage tous ces trucs-là. Parce qu'on on accumule. Et la complexité, elle se fait dans le nombre de choses qu'on doit manager. Et avec les limites humaines. Il y a les deux. Ouais. Parce que si jamais j'ai 10 000 choses mais qui se managent tout seul, c'est différent que d'avoir 10 choses où je suis obligé de les pieds pomponner. Et encore une fois, c'est pas pour rien que ça prend du temps de designer ces choses-là, parce que non seulement il faut designer la stratégie, distribuer, pas distribuer, la technique, gérer les différents rings de dependency, gérer les disaster recovery, mais il faut aussi penser l'opérationnel. Et penser l'opérationnel, ça se fait en mode je ne dois pas intervenir, ou au minimum, si j'interviens, c'est que c'est déjà trop tard sur mes infrastructures. Et c'est là où on passe beaucoup de temps, et tout le monde le sait, je pense, autour de la table et parmi les auditeurs, que les opérations, ça prend du temps, et encore pire quand ça a mal été industrialisé, automatisé. Et c'est hyper coûteux en temps de cerveau, en projection et en effort de travail. Okay. Et en plus, un point important, c'est que tu te reposes sur les SLA de la couche du dessous. Exactement. Si jamais tu as eu un problème et que tu as fait un mauvais design de réseau, de quoi que ce soit, etc., tu te le tapes sur toutes les couches en fait qui seront au-dessus. En fait, c'est un problème de design que tu vas conserver et qui aura un impact tout du long de la chaîne dessus. Et donc justement, quand on commence à créer des services à haute valeur ajoutée,
Donc c'est services à haute valeur ajoutée, on les met au même niveau, on les met au-dessus, on les fait comment? Donc là maintenant on a le stockage, c'est cool. On a les volumes. On a les volumes, VM. on a le compute, donc je peux spawner des VM. J'ai du stockage associé à ça. J'ai un réseau pilotable. Magiquement, voilà. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je donne ça directement au client? Je fais autre chose? On rejoint, ça dépend de l'offre qu'on a, hein. Encore une fois, l'offre typique interne Criteo, c'est pas la même que celle Exostel, qui n'est pas la même que celle que chez Sens, qui n'est pas la même que celle que Cécile rencontre chez tous ses clients. Donc, on peut s'arrêter des fois ici, et c'est bien, parce que les clients, on leur vend de la VM, ou on leur vend du bare metal. Ou c'est ce qu'ils utilisent en interne, enfin vendre au sens même interne. Hein. Exactement, vendre, il faut voir les utilisateurs au sens client, hein. Client au sens utilisateur. Maintenant, moi je pense que si on veut une stack qui est opérable et qui est industrialisée, il faut qu'on ait des automatismes en place. Donc il faut mettre en place, par exemple, vous allez créer un cluster Cassandra, vous n'allez pas prendre une VM et installer apt-get install Cassandra. Non, il va falloir mettre en place une brique qui va aller générer des configurations, générer des clusters, avoir un inventaire, pas un inventaire de machines cette fois-ci, mais un inventaire de clusters Cassandra, les bootstrapper, les suivre, les monitorer, exposer des métriques, les suivre leur life cycle, générer leurs certificats s'il y a des certificats. Donc ils vont s'appuyer sur toutes les briques existantes, et c'est là où on va avoir des notions de contrats qui vont apparaître, des contrats d'API ou des contrats des conventions, peu importe. Ça dépend quel est notre niveau de proximité avec les équipes. Une fois qu'on a ce control plane-là, on le laisse tourner. En gros, le travail n'est plus dans l'administration, dans la réflexion, il est dans comment on opère ce control plane. Et je pense que c'est l'approche de tous les cloud providers aujourd'hui, liée à leur taille, liée à leur dimension, et puis au nombre de personnes qui travaillent sur les sujets. C'est de tout découpler et d'interfacer. Alors là, je me tourne vers mon voisin, qui va pouvoir nous dire comment les choses sont découplées, et est-ce que tu as cette notion, cette approche de control plane first chez Exoscale? Je suis pas sûr d'avoir tout suivi, parce que tu avais l'air de parler d'une offre produit pour les clients autour de Cassandra as a Oui, Service, par exemple, mais ça peut être des clients internes, hein. Encore une fois, c'est peut-être, j'ai mon équipe de SRE à gauche qui doit stocker des tétrachiers de données. On n'est pas très gros, hein, on est 80. Donc effectivement, il y a des équipes plus ou moins produits, on va dire, qui sont spécialisées et qui vont fournir différents types d'offres qui sont à la fois internes et externes dans une bonne partie des cas. On n'a pas non plus un catalogue à la WS, hein, donc ça va être plus simple. Mais globalement, déjà, tu parlais tout à l'heure de tout ce qui était astreinte, monitoring, donc on a une équipe qui est orientée sur cette partie-là, et ça, c'est pas forcément une offre que tu fournis à tes clients, parce que c'est celle qui va te coûter très cher à opérer. Donc ça va dépendre de l'échelle que tu vas avoir. Et tu vas t'appuyer sur elle, déjà pour toutes les opérations courantes, puisqu'il va falloir envoyer tes logs, envoyer tes métriques, etc. Donc c'est une des premières choses à bootstrapper juste quand tu commences à être mature, hein, on ne parle pas d'une nouvelle entreprise, dans une zone, c'est de bootstrapper toute cette partie observabilité. Parce que tu vas avoir besoin d'avoir des insights, en fait. Et ensuite, tu as d'autres équipes. Donc chez nous, donc on a des équipes qui sont plus orientés sur la partie IaaS, qui vont être spécialisés dans l'évolution du produit, qui vont gérer la partie data center, etc., et le lifecycle en dessous. Elles sont un peu hybrides sur les deux. Et on a des équipes plutôt plateformes, comme la mienne, par exemple, où là, on va fournir une offre, par exemple, Kubernetes as a Service. Donc l'idée, c'est de produire un orchestrateur qui est basé sur du logiciel et qui va être hébergé dans le cube de la plateforme pour fournir ce nouveau produit. Je suis pas sûr d'avoir complètement cerné jusqu'où tu voulais aller, mais pour moi, tu parles de découpage produit et de comment tu montes des équipes. Exactement. Je parlais aussi des control planes, c'est-à-dire comment quel que soit, en fait, là je parlais de Cassandra, mais quelle que soit la solution que tu déploies, comment tu penses l'administrer. Par exemple, si on reprend l'exemple de Cécile tout à l'heure, si tu déploies avec de l'Ansible, c'est bien, mais en gros, ton control plane, ça devient, ton control plane, ton intelligence, ça devient la personne ou la CI qui déclenche ce job Ansible. Sous quel contexte, quel est le déclenchement, quel est le trigger de ce job Ansible? Est-ce qu'il est manuel? Est-ce que c'est un déclenchement lié à une alerte, lié à une panne? Ou est-ce que c'est un déclenchement lié à un nouveau commit? Et c'est ça pour moi le control plane. L'intelligence, c'est à quel moment je rétablis une situation où, suite à une détection ou suite à n'importe quoi, qui est pas normal, et je relance cette volonté qui est d'appliquer ou d'avoir un résultat lié à une base de données ou des clusters, whatever. Ça peut être
Là, tu parles de processus de remédiation, on est d'accord? Oui, mais pour moi, ça va de pair avec le processus de bootstrapping, en vrai. Parce qu'arriver à un certain niveau de maturité, quand on est sorti des couches basses, en gros, il n'y a plus de différence entre manager une solution day-to-day, remédier aux incidents, réparer, reconstruire une réplication et déployer un nouveau cluster ou déployer une nouvelle instance de la solution que tu manages. D'accord. Alors là, je pense qu'il n'y a pas forcément de solution idéale. Il va falloir cumuler à la fois l'automatique, avec, pour faire une analogie au réconcilieur Kubernetes, où tu implémentes une logique logicielle qui va dire, sur toutes ces situations que je connais, je dois aller de l'état A à l'état B, C, etc. Donc là, c'est toute la partie automatique, pour éviter d'être embêté, etc. Les systèmes convergent et ils arrivent à auto-résoudre les problèmes. Néanmoins, c'est du logiciel produit par de l'humain, c'est pas infaillible, et il y a des cas à la marge, et c'est là où tu vas mettre en place des runbooks. Dans ces runbooks, que t'acquiers souvent par l'expérience. Tu peux pas day one dire, il nous faut tous ces runbooks. Si tu le sais day one, c'est que théoriquement, tu arrives à le produire de manière logicielle. Les runbooks, c'est plutôt, j'étais embêté telle nuit, il y a eu tel cas, et ouais, ça me coûte tant à l'implémenter en logiciel, ou je ne peux pas. Et puis, soit tu l'automatises, soit ça fait partie d'un process que tu vas mettre en place, quoi. Donc, je pense que c'est plutôt vers ça que tu voulais aller, c'est ça? Peut-être, ouais. Moi, je suis intéressé de l'avis de Cécile, parce que là, on parle vraiment un peu de manière très haut niveau, très un peu ésotérique de tous ces trucs-là. Toi, quand tu vas chez des clients qui sont pas forcément de la taille d'Exoscale ou de Sens, ou qui ont des petites infrastructures, est-ce que tu sens qu'ils ont cette volonté d'approcher la problématique d'un point de vue control plane, ou alors ils s'en fichent, ils sont drivés par le résultat, et peu importe la manière, peu importe l'intelligence ou la non-intelligence, il faut le résultat. Je vais te raconter un de mes clients, ça va être le plus simple, mon seul client que j'ai sur Cube, et grâce à lui j'apprends Cube. En gros, c'est un client qui fait de l'IA, et il m'a demandé de lui trouver un data center pour mettre des machines avec des cartes graphiques, donc grosse consommation, donc voilà quoi, des machines d'IA qui consomment, 3000 watts d'unité. Donc il fallait trouver 2 B, donc du coup grosse consommation, donc 10 kilowatts au total. Bon bref, il avait déjà son logiciel, il tournait sur Azure c'était trop cher, il voulait se mettre en propre, voilà, c'était un peu ça le contexte. Donc bref, on a fait le choix des machines, donc choisir les bonnes cartes graphiques pour la bonne utilisation, choisir le bon data center qui t'autorise à avoir des grosses cautions parce que c'est pas de la consommation standard, c'est bien au-dessus de ce qui se fait classiquement au niveau consommation par B. Enfin bref, je vous passe l'installation, le rackage, la configuration réseau, j'ai passé mes quelques journées là-bas. Et en fait, lui, sa philosophie, c'est du serveur jetable, entre guillemets. En gros, il a son control plane, c'est ça? Sur AWS. Quand on rentre les machines, moi j'installe Ubuntu et on a un script qui fait pt install tailscale K3s et le script il va rejoindre le cluster directement tout seul quoi. Et la philosophie de lui c'est que même s'il perd le serveur, c'est pas super grave, le workload il va aller ailleurs. C'est vraiment ça la philosophie, c'est vraiment très très simple, juste on installe. Cette philosophie-là en fait elle a un nom, c'est l'Edge. C'est littéralement l'edge computing dessus, c'est en fait t'as ton control plane dans un endroit un peu managé, tranquille, qui va pas trop bouger. Puis le jour où tu changes de provider, que tu prends ton rack, tu le mets ailleurs, ça va marcher pareil, parce que tant que t'as un accès internet. Justement, le but c'est de pouvoir rajouter des machines à la volée super facilement, parce que on connaît le process, on sait où aller. On a essayé de faire le même déploiement que j'ai pas géré, qu'ils ont essayé de gérer tout seul. Ils ont mal choisi les machines, le prestataire réseau il a fait n'importe quoi, et du coup on a des clusters qui marchent pas et qui sont en vrac H24 parce que surtout si les besoins la base n'est pas bonne, sont pas classiques. Et c'est vrai que dès qu'on parle d'edge computing, parce que là vous êtes dans le cas extrêmement bien où les flux réseau sont pas très importants, c'est pour ça que le réseau on s'en fout, on s'en fiche complètement, c'est le run local parce que tes jobs vont mettre plusieurs heures consommer je sais pas combien d'une heures peut-être pas mais quelques minutes. Ça peut arriver en tout cas, mais en tout cas ça veut dire que c'est le run local qui coûte cher et pas tellement le réseau, alors que dans d'autres cas ça c'est un cas classique et assez cool avec l'Edge où tu vas pouvoir choisir l'endroit où c'est pas cher, que ce soit chez ton CSP, donc cloud provider, ou si tu le fais et en même local, quand ils ont testé leur logiciel, leur premier développement c'était des PC à la maison reliés en Tailscale et ils faisaient les programmes. C'est comme ça que ça a commencé leur logiciel en fait. C'était des PC reliés en Tailscale avec des 4090 et puis ils tournaient, ça a commencé comme ça quoi. C'est Nicolas qui devrait être content, les premiers software Tailscale natifs parce que c'était du Schlag Network. J'aime bien parler de Schlag Network, c'est vrai que genre Tailscale c'est genre le roi pour ça, pour faire des trucs. Non mais en vrai c'est génial pour connecter tous nos Kubernetes ensemble, surtout c'est super simple à monter, c'est
T'as pas de question de réseau, ça peut être n'importe quel réseau, ça pourrait être ton Wi-Fi à la maison, ça pourrait être un super réseau, ça pourrait être une connexion Wi-Fi pourrie dans un aéroport, ça passe tout par T-Scale. Le processus est le même de partout, c'est vraiment reproductible et c'est ça que j'adore dans ce cas-là, quoi. J'avoue que, depuis que j'ai découvert T-Scale, je suis un peu accro, quoi. J'en mets partout. Ah, c'est génial, j'en T-Scale, rêve d'en mettre partout. Dès que je fais une archi, je veux en mettre. C'est vrai que c'est vraiment l'overlay network qui chiffre et qui permet d'interroger n'importe quoi. On pourrait interroger n'importe quel technoréa qui va dire Telscale, c'est juste du WireGuard. En fait, non, la force de Telscale, c'est pas juste WireGuard. C'est, désolé de revenir, c'est le control plane qui est derrière. Les métadonnées qu'il y a au-dessus. C'est vraiment en effet le nœud centralisateur qui permet de manager les gens, et les gens ne communiquent ensuite plus avec ce machin-là, mais ils communiquent entre eux, ça fait un réseau méché, mais lui, c'est le coordinateur. Oui, c'est un WireGuard, mais en fait, c'est tout le service qui est autour qui fait que Telscale, c'est bien, en fait. C'est ça. Faut pas juste se dire, on va faire 3 tunnels WireGuard et ça va marcher. Alors oui, ça va marcher si vous avez que 3 machines, mais le but du jeu... 3 machines qui vont pas bouger. 3 machines qui vont pas bouger, exactement. Puis aussi la simplicité de rajouter un nœud à Telscale, même WireGuard, c'est un peu quand même... faut quand même faire Telscale login, faut enlever l'expiration, il y a des petites subtilités. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est relié à tous les providers d'identité du marché. Ouais. Donc c'est-à-dire que nominativement, déjà, je peux me connecter avec mon petit portable, mais nominativement, je peux déclarer une machine, un serveur. Donc il y a aussi un peu le côté zéro trust avec on sait qui a fait quoi, où et quand, et on connaît la machine, on connaît l'identité de la machine. Ouais. Donc là, on s'approche un peu en fait du futur. Maintenant, on arrive à la fin maintenant du bootstrapping, c'est que même il y a un moment en fait quand on commence à avoir du WireGuard, c'est le moment qui est gagné, quoi. Est-ce qu'on pourrait pas avoir des BMC demain qui ont du Telscale? Ça serait bien. Ça serait bien. En vrai de vrai, ça pourrait être complètement le cas dans quelque chose où comme ça, en fait, au lieu d'avoir cette logique, parce qu'on a commencé en parlant des VLAN, de ces morts, avec plein de choses, des câbles qu'il faut brancher, etc. Est-ce que je pourrais pas dire, en fait, je branche tout au même endroit. Réseau à plat. Réseau à plat, mais genre plat, et après du Telscale partout. Mais du coup, tu gères ton réseau avec les policies Telscale. Directement comme un SDN. Telscale, parce que Telscale, c'est un produit qui est presque open source. Il y a une implémentation du control plane que j'utilise. Voilà, il y a une implémentation open source du control plane, du control plane Telscale qui est Headscale. Mais justement, est-ce qu'on pourrait pas dire de faire des réseaux à plat, complètement à plat, et de se simplifier complètement, et que le hardware est Oxide, Oxide, ils ont pas le but de faire ce genre de choses, parce que c'est un peu la philosophie du je monte le plus vite possible en... J'ai pas suivi pour le coup. Non, mais mais ça pourrait être ce genre de choses-là pour dire, en fait, ce Ring 0, il est directement implémenté assez vite, de manière hard, sur des machines dans une BMC, quoi. Et ça t'évite. Tu pourrais très bien avoir ça. Le problème de ce paradigme, c'est que c'est tellement disruptif que tu vas perdre tous les RSSI de la planète, quoi. Non mais attends, on les a perdus avec Linux, on les a perdus avec Kubernetes, on les a perdus avec les conteneurs, on les a, tu vois, on les a perdus depuis très longtemps en vrai. C'est qu'on soit d'accord. Mais voilà, c'est peut-être la chose justement. Et moi, je suis ultra fan des réseaux à plat, genre vraiment. De toute façon, moi, mon réseau de BMC, mon réseau de out of band, ça devrait être du Wi-Fi. Genre, ça passe tout le temps et t'as un port Wi-Fi, voire même du LoRa si jamais il faut. Mais genre, pour moi, c'est ce genre de choses-là vers lequel j'irais, en fait, avec des réseaux physiques lourds d'infrastructure, quoi. Et après, la out of band, c'est du Wi-Fi, quoi. C'est la petite puce 5G et puis basta. Ouais, voilà. Oui, la puce 5G dedans, voire même, je sais qu'au dernier Fernog, il y avait des gens qui faisaient des antennes 5G locales dans des data centers. Et 5G d'ailleurs qui tourne sur Kubernetes, donc il y a un effet de pool qu'il y a un Kubernetes qui fait tourner la 5G, etc. Mais on pourrait très bien avoir ce genre de choses-là également, en fait, avec des choses où vraiment on serait dans le PETS absolu, dans le co absolu, qui est ce cattle où le serveur il est sorti d'usine avec un truc où il était déjà potentiellement connecté au réseau, et après je l'ai branché, et juste parce qu'il est à un endroit, hop, il s'auto-découvre et il fait les choses automatiquement. De même plus avoir... Tu pourrais même demander vraiment à n'importe qui de dire voilà, le câble rouge, le câble bleu, c'est Bibi qui a branché, et hop, après il y a tout qui se fait tout seul via des auto-configurations à distance sur des réseaux sans fil. C'est un peu le but de Oxide, in fine, c'est tout API, tout configuré par API, quoi. Voilà, mais je pense même ça pourrait même être des API à distance ou des choses comme ça, et je parlais de Sigfox, mais ça pourrait être ce genre de choses-là. C'est un point qu'on n'a pas beaucoup appuyé, c'est les relations entre les différentes briques. Par exemple, on va avoir la brique de masse avec la brique de YAS, la brique de YAS avec n'importe quelle brique qu'il va l'exploiter pour de l'élastique, du Cassandra, du CAS, ou peu importe.
tous ces trucs-là, en général, quand on arrive à ce stade-là de l'entreprise et qu'on a dépensé une année et demie ou plus à designer, à construire ce truc-là et à commencer de le bâtir à partir de rien, le temps, il se compresse et on n'a plus beaucoup le temps. Et c'est valable pour des projets de Bootstrap, mais pour n'importe quel projet logiciel. On n'a plus beaucoup le temps de passer autant de temps sur ces briques. Donc, on se met à les exploiter, et on ne pense pas à définir ou on ne pense pas, ou la technologie ne le permet pas, parce qu'il faudrait redéployer quelque chose, un wrapper autour. On ne pense pas à exploiter ces interfaces et à définir des contrats entre les briques. Et là, la force de Oxide, c'est qu'il livre une solution all-in-one qui a tout, du firmware jusqu'à la VM. Quasiment, ils font pas encore le conteneur, ça viendra. mais surtout, tout est APIfié. Alors que dans sa petite entreprise, en général, on va APIfier la fin, parce que Kubernetes, c'est facile. Si on fait de l'OpenStack, on va bénéficier de l'API OpenStack. Et dès qu'on va arriver, il va y avoir une espèce de rupture brute pour manager les briques d'en dessous. L'inventaire, ça va être le bordel. Le MAS, ça dépend du MAS, mais ça peut être le bordel. Le SDN, c'est le bordel. Oui, ça, le SDN, c'est le bordel. Et donc, on arrive dans une situation où les stacks sont hyper matures d'un côté et ne sont plus matures de l'autre. Et au moment de la construction, on n'a pas pensé à se dire, putain, comment, au lieu de faire un commit dans Git pour demander un réseau ou demander je ne sais pas quoi, est-ce que je vais pas mettre un control plane, un service qui va aller consommer des API ou qui va aller consommer une déclaration faite dynamiquement pour que mes utilisateurs puissent commencer à bâtir un truc intelligent. Et c'est là où on va se heurter aux limites du Bootstrap qui vont rester pendant 5, 10, 15 ans, le temps de la vie du produit et le temps de la vie de son infra. Est-ce que c'est pas ça justement la définition de la différence entre Dev et Ops? C'est l'Ops, c'est celui qui gère le Bootstrap une fois que ça a été fait, quoi. Enfin, qui maintient ce qui a été là au début du bootstrapping à coup de scotch et de... Moi, je regrette, ça fait 20 ans que je bosse bientôt. J'ai jamais vu une entreprise où je suis passé qui se transforme radicalement, qui transforme son SI. Je suis toujours passé, et je suis resté des fois 4, 5 ans dans des boîtes où on est drivé par l'existant. Et c'est cette notion de transformation, elle est très très dure à appréhender déjà dans des entreprises matures. Je ne sais pas si côté Exoscale, ils ont déjà mené à bien des transformations complètes du process en fait de production et de l'architecture, mais moi je l'ai jamais vécu et je sais pas si je vais le voir un jour. Exoscale existe avant Kubernetes, c'est sûr. Est-ce que donc il y a forcément eu des changements. Alors d'un point de vue temporel, le fait que maintenant leur solution tourne sur Kube, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ça tournait avant Kube. Ouais. Est-ce que tu peux, t'as un exemple? J'ai pas l'exemple pour Exoscale, mais j'étais chez VP avant. Et typiquement, le SI, entre le moment où je suis arrivé et encore on était en milieu de projet et le moment où je suis parti, il avait rien à voir. Au début, c'était de la VM demandée à la main ou via du Terraform claqué par terre. Et puis à la fin, on avait toute notre IaaS pilotable complet, avec plus du Kubernetes managé, etc. Donc là, on a fait une vraie transformation de SI complète, en fait. On avait énormément d'applis sous Windows qui sont passées sous Linux, dans Cube et tout. Et même sur les machines basses, sur les couches basses également? Les couches basses, il y a eu un recyclage de hardware, mais c'est passé de VMware à du coup de la IaaS en libvirt orchestré, quoi. D'accord. Donc un changement. Ouais, un changement radical. Ouais. Bon, avec des paradigmes de VM qui restent, parce que VMware, la VMware libvirt, mais avec des changements quand même, c'est important. Oh, mais c'est cool. J'ai juste pas eu de chance alors. Ça viendra. Non, mais c'est vrai que, et c'est ça en fait, dans mon analogie que je voulais faire avec les apps, c'est que ça reste quand même un domaine où on a parlé tout à l'heure de haute valeur ajoutée quand on est au-dessus. Enfin, changer, de passer de VMware à quelque chose de libyen, pour quelqu'un au-dessus qui vend, en cas de VP, des fringues et des choses comme ça, le gain en valeur ajoutée immédiat, enfin disons, il faut un peu de temps avant de convaincre. Et alors, dans le cas de VP, pour l'avoir un peu vécu, oui, en effet, il a fallu beaucoup de temps pour convaincre de changer les choses. Donc, est-ce que c'est ça aussi le temps? C'est que, il y a un moment, on arrive avec cette chose où, en fait, cette dette devient tellement importante que oui, elle a un attrait de changer là-dedans, mais c'est rarement le cas parce que, ça marche, quoi. Genre, ok, tu mets plus d'ops, et on était chez Criteo, on sait très bien, il y a plein de boîtes qui, quand elles ont beaucoup d'argent, préfèrent rajouter des hommes que, ce qu'on appelle le mid-cloud. C'est du mid-cloud, quoi, en fait. Tu mets plus de gens, c'est du cloud à viande, et hop, là, tu mets des gens, et ça gère. C'était pas complètement idiot non plus. Et c'est pas une question d'être idiot, c'est que quand t'as de l'argent, tu peux gérer les choses de manière différente. T'as pas besoin de te reposer des questions dessus. C'est pas une question d'idiot, c'est un choix rationnel de... Tu changes une technologie, t'as une technologie qui marche, mais qui marche avec plein de gens. Tu rajoutes 20% de coût. Ou tu as un risque de changer vers quelque chose où t'es pas sûr que ça fonctionne. Des fois, il vaut mieux mettre plus de gens à gérer le truc, Mais c'est le cas de Criteo, c'est le cas
de ce que j'ai entendu d'AWS ou de projets comme ça, où c'est des armées mexicaines pour gérer certains produits. Mais ce truc de l'argent, tu l'as aussi en ce moment avec l'exode de VMware. Tu as des gens qui, tout le monde a entendu de VMware qui a augmenté les prix. Il y a des entreprises qui se posent la question, est-ce que c'est mieux de foutre de l'argent dans les licences VMware et au moins je sais que je suis tranquille, c'est du VMware, ça tourne déjà, ou est-ce que je me risque à faire une migration vers autre chose, vers XCP-NG, vers Proxmox, vers whatever, qui va coûter peut-être différemment, parce qu'au lieu de payer la licence, je vais payer du temps humain, je vais payer de la prestage, je vais payer de l'accompagnement, je vais payer de la licence aussi de l'autre côté, mais moins cher. Et ça, c'est aussi des questions de boîte qu'elles peuvent avoir. Est-ce que c'est plus simple de donner 20 millions que peut-être ça coûtera moins cher de migrer, mais faut aimer le goût du risque, quoi. Faut aimer l'inconnu. Donc c'est le moment de lancer une boîte qui fait du XCP-NG, Proxmox, OpenStack. C'est déjà un peu à la bourre, hein, mais là... Ouais. Ah merde. Tu suis pas assez Twitter, mais oui, c'est le drama depuis un an là-dessus. Je pense que... Mon biz en ce moment, c'est migrer des gens de VMware vers XCP-NG. Hein. C'est le biz du moment, ça. Je pense que le biz avec ça, c'est surtout vendre du conseil pour choisir le produit de virtualisation. Ouais. Tu sens le gras de papier. Le vendeur celui qui gagne, c'est le vendeur de pelle, quoi. Tu vois, genre, là, c'est genre le gars qui te conseille, le gars qui va vendre la pelle, quoi. Alors tu devrais aller au magasin de pelle. Ouais. Faire campion. Je pense qu'on a déjà fait un bon tour. Il y a encore plein de choses à dire, c'est sûr, parce qu'on n'a pas fait le tour de toutes les technologies qui existent, toutes les choses après au-dessus. Il y avait une partie organisationnelle, des choses comme ça qui apparaît après au-dessus. Mais je pense qu'on est déjà un peu plus loin que le bootstrapping. C'est quelque chose dont on pourra discuter une prochaine fois. Mais ouais, j'étais assez content qu'on arrive à se dire et poser ces questions de tout en bas jusqu'à quelque chose où on a des VM qui tournent, plus ou moins des Kubernetes managés /DB, on a du storage, on a des choses comme ça, et on a un peu répondu. On a posé les questions, on va dire. On a essayé de répondre. Voilà, il y a des logiciels. N'hésitez pas à venir nous contacter, parce que là, de toute façon, vous verrez dans la description toutes les personnes. N'hésitez pas à venir nous contacter, n'hésitez pas à venir sur le Discord si vous avez des questions. Toutes les personnes qui sont là sont sur le Discord de DevOps, à qui vous pourrez poser des questions. Voilà, sur toutes ces stacks, sur tous ces contextes, sur les logiciels qui peuvent être mis en place. Il y a des inconnus dans tout ce qu'on a dit, parce qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas une stack parfaite, loin de là, aujourd'hui, qui existe sur tout ça. On le saurait. Kubernetes n'est malheureusement pas partout. Je plaisante, mais à moitié. Non, mais voilà, il n'y a pas le Kubernetes du MAS aujourd'hui. Il n'y a pas un MAS qui est apparu et qui est devenu complètement leader dans son marché dessus, et sur le SDN, et sur etc. Donc aujourd'hui, il y a encore plein de choses, des choix qui sont très contextualisés. Donc n'hésitez pas à venir poser des questions sur Twitter, sur Discord. Voilà, je sais pas si vous avez un dernier mot tous pour finir, ça peut être... Non. Je dirais qu'avant de bootstrapper, il faut faire de l'ingénierie, il faut réfléchir avant d'y aller, quoi. Parce que à partir du moment où on a commandé des machines, parce que commander du matériel, ça prend du temps, il y a des délais, c'est un coût, et c'est très engageant, quoi. Donc oui, bon, qui a réussi à avoir l'équivalent de la production Nvidia pendant un petit moment pour un décès. Donc voilà, faut vraiment ne pas négliger l'ingénierie qu'il y a avant. C'est pas que de la tech, c'est beaucoup de stratégie. Ouais. C'est pas juste aller braquer des trucs, c'est vraiment une partie stratégique, organisationnelle, choisir les bons trucs pour avoir un truc. L'urbanisation, l'architecture, les choix. Faire les bons dessins, choix. Des schémas. Le business plan sur combien d'années. Enfin, bref. Hardware is hard. Prévoir une salle machine, c'est jamais simple, d'autant plus si on sait pas exactement ce qu'on va en faire dès le début. Et en plus, ça peut changer en cours de route. Donc faire des plans, c'est bien. S'adapter aux changements et qui vont subvenir, c'est encore mieux. Donc ça, c'est vraiment un travail difficile. Donc, il n'y a pas de solution unique. Faites des control planes. Non, mais vraiment, pensez avant tout à comment vous allez l'opérer, avant de penser à ce que ça va faire. Parce que le coût sur la durée, le coût sur les 2, 3, 4, 10 ans qui vont venir, il va principalement provenir de ça. Donc, je pense que ça sera une discussion qu'on pourra avoir, parce que ça est dans le cas de tous les logiciels. Ouais. Genre, cette différence de coût et d'urgence dans le développement, et on ne va pas l'ouvrir, ce sujet-là. Non, pas là, mais voilà, c'est l'opération first, notamment dans l'infra. C'est peut-être moins vrai dans le logiciel où c'est plus facile, il y a plus de stratégies de contournement pour faire de l'AB, du canary, du whatever, du feature flag, ou de radicalement changer les choses. Vraiment, operation first. Okay. Et il y a des Kubernetes qui managent du cloud. Ah là là, ça on l'aura. Le point final. Point la ref de tout ça. Bon, merci à tous. Pour info, on était hébergés chez Akamai aujourd'hui. Donc, ou Akamai. Merci Akamai. Merci. Ouais. Akamai Linode. Donc voilà. Bon, à une prochaine. On essaiera de faire des épisodes un peu plus
tôt la prochaine fois, voilà. Mais voilà. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des sujets, à venir nous voir, à en parler. Et voilà. À une prochaine.